Elle a exaucé le dernier vœu d'un prisonnier. Ce qu'il a demandé a bouleversé sa vie. Son dernier vœu tenait dans une simple enveloppe. Mais quand l'officière a lu le nom sur l'adresse, elle a compris que cet homme, le prisonnier qu'elle croyait surveiller, était lié à sa vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Les néons grésillaient dans le couloir du bloc C. Une odeur de javel et de métal chaud planait dans l'air. L'adjudante Aïcha Mbaye, 36 ans, avançait d'un pas ferme, son regard fixe malgré la tension qui lui nouait la gorge. Elle avait vu des hommes dangereux, des tueurs, des mythomanes, mais celui qu'elle allait escorter ce soir-là avait quelque chose de différent. Malik Doucouré, 45 ans, condamné à mort pour un double homicide commis lors d'un braquage à Marseille. 13 ans qu'il attendait son exécution. 13 ans de silence. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais de plainte. Un détenu modèle, disaient les gardiens, et c'est justement ce qui inquiétait Aïcha. Quand elle ouvrit la porte de la cellule, Malik était déjà debout, les mains jointes devant lui, le regard tranquille. « Bonsoir, Madame Mbaye, dit-il d'une voix basse. « Bonsoir, répondit-elle, méfiante. Vous savez pourquoi je suis là? Oui, et j'aimerais vous demander une faveur. Il tenait entre ses doigts une petite enveloppe froissée, brune, sans timbre, sans logo. On aurait dit un morceau de papier oublié dans un vieux livre. C'est tout ce que j'ai laissé de propre derrière moi, murmura-t-il. Ce n'est pas un appel, ni une confession. Juste une promesse que je dois tenir. Je veux que vous la remettiez vous-même, après demain. Aïcha fronça les sourcils. Vous savez que ce genre de transfert est interdit sans autorisation. Je sais, dit-il en hochant la tête. Mais si vous refusez, alors personne ne saura ce que j'ai à dire à cette femme. Son ton n'était pas celui d'un manipulateur. Il y avait quelque chose de presque humble, une fatigue ancienne, une lassitude qui ressemblait à la paix. Pourquoi moi? Demanda-t-elle. Malik releva enfin les yeux, et ce qu'elle y vit la troubla. Pas de défi, pas de peur, seulement une sorte de reconnaissance silencieuse. Parce que vous ne me regardez pas comme un monstre, et parce que vous portez le même regard qu'elle. Qu'elle? Il ne répondit pas. Juste un petit sourire, presque tendre. Puis, il posa doucement l'enveloppe sur la table métallique. Après-demain, à cette adresse. C'est tout ce que je demande. Le silence s'installa, seulement brisé par le bruit lointain des verrous. Aïcha prit l'enveloppe malgré elle. Sur le dos, un nom. N. Diarra, Marseille. Un nom banal, du moins elle le croyait à cet instant. Avant de sortir, Malik ajouta calmement. Vous savez, Madame Mbaye, quand on a perdu tout le reste, la seule chose qu'il nous reste, c'est la vérité, même si elle brûle. Quelques heures plus tard, à minuit, le couloir de la salle d'exécution fut plongé dans un silence religieux. Aïcha assista à la scène depuis la vitre. Elle ne croyait pas en Dieu, mais quand Malik tourna la tête et croisa son regard, elle eut la sensation étrange qu'il lui transmettait quelque chose, une mission qu'elle n'avait pas demandée, mais qu'elle ne pouvait plus refuser. 2 jours plus tard, le train filait vers le sud, longeant les collines ocres de Provence. Aïcha n'avait pas dormi depuis la nuit de l'exécution. L'enveloppe reposait dans son sac, comme un poids vivant. Elle aurait pu l'envoyer par la poste, se débarrasser de cette promesse, mais quelque chose en elle refusait. Peut-être la voix de Malik, calme, presque apaisée, qui résonnait encore. Vous portez le même regard qu'elle. Ces mots la hantaient. L'adresse indiquait Madame N. Diarra, rue du Panier, Marseille. Un vieux quartier aux ruelles étroites, aux façades décrépies, où l'odeur de sel et de gasoil se mêlait à celle du linge, séchant aux fenêtres. Aïcha s'y rendit à pied, son uniforme caché sous un manteau beige. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Devant le numéro 14, une porte bleu pâle à la peinture écaillée. Elle frappa 3 fois. Une femme ouvrit, la cinquantaine, fine, le visage marqué, le regard sombre et profond comme une nuit sans lune. « Oui? Bonjour, madame. Je viens de la part de Malik Doucouré. » Le nom provoqua un choc visible. Les yeux de la femme se remplirent de larmes immédiates. Elle vacilla un instant puis murmura
Il... il est mort, n'est-ce pas? Aïcha hocha lentement la tête. Sans un mot, la femme s'écarta pour la laisser entrer. L'appartement était minuscule, presque vide. Sur la table, une seule photo encadrée. Un jeune homme souriant, en uniforme de pompier. Sur le mur, un calendrier d'un autre temps bloqué sur mai 2008. Aïcha tendit l'enveloppe. Il m'a demandé de vous la remettre en main propre. Les doigts de la femme tremblaient en la prenant. Elle la retourna lentement, regardant le pli comme si elle craignait qu'il disparaisse. Puis, après un long silence, elle murmura « Vous voulez rester ?» Aïcha hésita, puis hocha la tête. La femme s'assit, sortit une paire de lunettes et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille, écrite à l'encre bleue, avec une écriture nette, soignée, presque scolaire. Elle commença à lire à voix haute, la voix brisée mais distincte. « Nafi, je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je veux que tu saches la vérité avant que le silence ne m'avale. Ce que je t'ai pris, je ne pourrai jamais te le rendre. Mais ce que j'ai caché, je peux encore te le révéler. La petite fille que tu as perdue n'est pas morte. Elle vit, Nafi. Elle a grandi. Et elle porte ton regard. » Le souffle d'Aïcha se coupa net. La pièce sembla rétrécir autour d'elle. Ses mains se crispèrent sur le bord de la table. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. Nafi releva la tête, les larmes roulant librement sur ses joues. « Ma fille, elle avait 3 ans quand on me l'a arrachée. Ils m'ont dit qu'elle était morte, dans un incendie. Mais il n'y a jamais eu de corps. Je n'ai jamais cessé d'y penser. Pas un jour. » Aïcha sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Un froid immense monta le long de sa nuque. Elle se leva brusquement. « Comment s'appelait votre fille ?»« Aïcha. » Le monde s'effondra. Ses jambes flanchèrent. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise. « Non, non, c'est impossible. » Mais Nafi la regardait maintenant d'un air que seules les mères connaissent, ce regard instinctif qui reconnaît avant même que la raison ne suive. « C'est toi, n'est-ce pas ?» souffla-t-elle. « Mon Dieu, c'est toi !» Aïcha recula d'un pas, la gorge serrée, le souffle coupé. Tout son corps tremblait. Dans sa tête, 1000 images défilaient, les foyers d'accueil, les dossiers scellés, le vide autour de son passé qu'elle n'avait jamais pu combler. Et maintenant, un homme condamné, qu'elle avait vu mourir, venait de lui rendre sa mère. Le silence dans l'appartement était irréel. On n'entendait plus que le tic-tac d'une vieille horloge accrochée au mur. Aïcha, debout près de la fenêtre, respirait difficilement. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle sentait le sang pulser dans ses tempes. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Il doit y avoir une erreur. J'ai grandi dans un foyer à Lyon. Je n'ai jamais eu de famille. Comment il aurait su tout ça ?» Nafi s'était levée, lentement, comme si elle craignait de briser quelque chose de sacré. Elle sortit d'un tiroir une boîte en fer, usée par les années. À l'intérieur, des photos anciennes, jaunies, pliées dans les coins. Sur l'une d'elles, une petite fille souriante, peau ambrée, cheveux tressés, robe rouge. Et au dos, une inscription. Aïcha, 3 ans, 2003. C'est la seule photo qu'il m'a laissée avant de disparaître, dit Nafi d'une voix tremblante. Malik était son père. Aïcha leva les yeux, abasourdie. Son père! Nafi hocha la tête, les larmes aux cils. On s'est rencontrés à Marseille. Il travaillait sur les docks. Il n'était pas parfait, il avait ses démons, mais il aimait sa fille plus que tout. Puis un soir, il a disparu avec elle. Je l'ai cherché pendant des mois. La police m'a dit qu'ils étaient morts dans un incendie. Mais je n'ai jamais cru à cette version. Aïcha chancela. Le monde se brouillait autour d'elle. Les souvenirs d'enfance, qu'elle croyait flous, revinrent brutalement. Le feu, les cris, des mains fortes qui la tiraient hors d'un immeuble, le hurlement d'une femme qu'elle n'avait jamais identifiée, jusqu'à maintenant. « Pourquoi il m'aurait enlevé ?» balbutia-t-elle. Nafi ferma les yeux. « Parce qu'il pensait me protéger, parce que cet incendie, il ne venait pas d'un accident. Il venait des hommes qui l'avaient dénoncé. » Elle sortit une coupure de presse, jaunie,
plié 1000 fois. Titre en lettres grasses, braquage sanglant à Marseille, un témoin clé disparaît après l'incendie de son immeuble. Malik avait vu trop de choses, poursuivit Nafi. Des flics corrompus, des trafics d'armes, des juges achetés. Quand il a compris qu'ils allaient en me tuer, il a pris notre fille et s'est enfui. Mais ils l'ont retrouvée des années plus tard, et ils ont tout retourné contre lui. Le meurtre dont on l'a accusé, c'était une mise en scène. Aïcha sentit une rage glacée lui monter dans la gorge. Son père, le meurtrier qu'elle avait escorté vers la mort. L'homme qu'elle avait vu mourir, les yeux ouverts, en pensant qu'il était un monstre. Mon Dieu! Elle tomba à genoux, la tête dans les mains. Nafi s'agenouilla à côté d'elle, la prit dans ses bras comme si les années n'avaient jamais existé. Il t'a retrouvée, ma fille. Et avant de mourir, il voulait que tu saches. Il n'a jamais cessé de te chercher. Aïcha pleurait sans bruit, des larmes d'enfant et de femme à la fois, tout ce qu'elle avait refoulé pendant 30 ans. Elle se leva soudain, les yeux brûlants. Il faut que je voie son dossier. Il y a forcément des incohérences. Nafi voulut protester, mais Aïcha la coupa. Si ce qu'il a écrit est vrai, je ne peux pas le laisser mourir comme un criminel. Pas lui, pas mon père. Ce soir-là, elle reprit le train pour Paris, le regard vide, mais le cœur ravagé. Elle savait que ce qu'elle allait faire lui coûterait sa carrière, peut-être même sa liberté. Mais il n'y avait plus de retour possible. La fille du condamné à mort venait de se réveiller. Le lendemain, à l'aube, la lumière blafarde filtrait à travers les vitres de la préfecture de Paris. Aïcha entra sans saluer personne, son badge à la main, la mâchoire serrée. Dans son regard, il n'y avait plus ni fatigue, ni doute, seulement une détermination froide. Elle savait que fouiller le dossier d'un condamné exécuté sans autorisation pouvait lui valoir une suspension immédiate. Mais elle n'en avait plus rien à faire. Depuis la nuit où elle avait vu Malik Doucouré mourir, quelque chose en elle s'était brisé. Et maintenant qu'elle savait qui il était vraiment, elle voulait comprendre. Elle s'installa dans la salle d'archives, les néons vacillant au-dessus d'elle. Chaque tiroir qu'elle ouvrait la ramenait un peu plus loin dans le passé. Rapports, photos, témoignages. Et puis, au fond d'une boîte scellée portant la mention classée confidentielle 2008, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un rapport d'enquête signé par un certain capitaine Morel, disparu depuis dans un scandale de corruption. Aïcha lut, le souffle coupé. Les dates, les lieux, les descriptions correspondaient toutes. Sauf une chose. Le soir du double homicide, Malik n'était pas sur les lieux. Un témoin l'avait vu à 50 km de là. Un témoin dont la déposition avait été effacée du dossier. Elle continua à lire, les mains tremblantes. Une note interne indiquait « Ordre du parquet, ne pas poursuivre. Risque médiatique élevé. Dossier à classer. » Aïcha sentit son estomac se nouer. Ils avaient sacrifié son père pour protéger le réseau qu'il avait dénoncé. Des policiers, des juges, des entrepreneurs. Tout un système de pourriture sous le vernis de la justice. Elle s'effondra sur la chaise, le visage dans les mains. Puis, lentement, releva la tête. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ce soir-là, dans son petit appartement de banlieue, elle rédigea un rapport complet, pièce par pièce, document par document, prouvant la falsification du dossier. Elle scanna tout, y ajouta la lettre de Malik, la photo de Nafi et la sienne d'enfant, et envoya le tout anonymement à Le Monde et Mediapart. Quand elle appuya sur « Envoyer », elle sentit un poids tomber de ses épaules. Peut-être qu'on la radirait, qu'on la jugerait, qu'on la ferait taire. Mais au moins, la vérité ne mourrait pas avec lui. 3 semaines plus tard, la France entière découvrait la une. Un innocent exécuté. Le scandale judiciaire Doucouré. Les plateaux télé s'enflammaient, les journalistes s'entassèrent devant la prison de Fresnes. Et Aïcha, suspendue de ses fonctions, observait tout cela depuis l'ombre, dans le petit appartement de sa mère retrouvée. Nafi la rejoignit sur le balcon. « Tu lui as rendu justice, ma fille, » murmura-t-elle. Aïcha secoua la tête. « Non, je lui ai juste rendu son nom. » Elle regarda le ciel de Paris, lourd et gris. Un vent doux passait entre les immeubles, emportant la fumée et les souvenirs. Sur la table, à côté d'une tasse de café encore fumante, reposait la vieille enveloppe de Malik, soigneusement pliée. Au dos,
Elle avait écrit 3 mots au stylo bleu. Pour la vérité. Et quand le soleil perça enfin les nuages, Aïcha eut la certitude qu'il n'était pas vraiment parti. Il vivait encore, quelque part, dans chaque respiration libre, dans chaque justice arrachée de force, dans chaque fille qui refusait de se taire. La vérité ne meurt jamais avec ceux qu'on enterre. Elle attend silencieuse que quelqu'un ait enfin le courage de la libérer. Et parfois, ce quelqu'un n'est autre que l'enfant qu'on a voulu effacer. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Historis de Dîmes pour ne jamais oublier que derrière chaque nom, chaque dossier, il y a une âme. Partage cette vidéo et écris en commentaire Justice pour Malik, pour que plus jamais un innocent ne soit condamné au silence.